Salut, c'est Alexis et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de Contournement. Vous allez écouter un épisode très spécial, le 19e, que l'on a enregistré en live il y a quelques semaines. Il est dédié à un de nos outils no-code préférés, Glide, dont nous avons eu la chance d'interviewer le fondateur, David, ainsi que 5 personnes qui l'ont utilisé pour créer des applications en lien avec la lutte contre le Covid-19. Alors vous verrez qu'on a gardé l'interview de David en version originale, mais si vous allez dans les notes de l'émission, vous trouverez le lien vers la vidéo de l'interview avec les sous-titres en français. Pour animer la discussion, je suis accompagné de Stanislas Verjus, qui est expert Glide, et si vous n'avez jamais entendu parler de Glide, je vous invite à découvrir l'épisode 9 du podcast que l'on avait enregistré avec Stan, où on dit tout sur cet outil qui est super. Avant de vous laisser avec cette émission spéciale, je voulais juste vous préciser que ce 19e épisode venait clore la première saison du podcast de Contournement. Alors vous inquiétez pas, on sera de retour bientôt, avec plein de nouvelles idées pour une super saison 2. Voilà, à très bientôt. Bonjour et bienvenue dans cet épisode spécial du podcast de Contournement, qui est tout à fait exceptionnel, à différents niveaux. Tout d'abord parce qu'on le diffuse en live, donc en même temps qu'on l'enregistre cette fois, donc il y aura potentiellement des questions des spectateurs, et puis potentiellement les aléas du direct aussi, puisqu'on va essayer, on s'est lancé un défi un peu d'avoir 6 invités, et dont certains ont parlé anglais, donc voilà, il peut y avoir quelques petits aléas pour le direct, pour le podcast, on va monter tout ça évidemment. Alors c'est exceptionnel aussi parce qu'on a des invités, comme je disais, on en a 6 qui ont tous fait des applications mobiles qu'ils ont créées avec l'outil Glide dans le cadre de cette pandémie actuelle du Covid-19, donc toutes les applications sont liées. On a aussi un invité exceptionnel avec qui on a commencé, qui est David, le CEO de Glide, qui va nous aider à introduire cet épisode. Et puis c'est un épisode aussi exceptionnel parce que j'ai le plaisir d'avoir un co-animateur en la personne de Stan. Comment ça va, Stan ? Ça va très bien. Écoute, je suis très content et très honoré et heureux de participer à ce podcast, à ce stream, à ce live et d'être à la radio en direct le lundi soir, qui est mon jour off d'habitude de radio. Mais voilà, cette semaine, c'est double dose. C'est ça, mais c'est vraiment très cool. Merci pour. Eh ben, écoute, je suis très content. On avait eu l'occasion d'enregistrer un premier podcast ensemble dédié à Glide, tous les deux, donc, puisque tu es un des experts de Glide. Donc voilà, écoute, on va animer ça ensemble. En plus, tu as un peu plus d'expérience que moi aussi dans la radio, puisque tu animes une radio pendant ce confinement. C'est ça, qui est pas tech, mais voilà, qui est d'autres choses, pour combler un peu, pour s'amuser. Cool. Alors, si jamais il y a des gens qui ne connaissent pas Glide, donc pour résumer en une phrase, c'est un de nos outils no-code préférés, tout simplement, et il permet de réaliser des applications mobiles en quelques minutes en partant d'un Google Sheets. Et vous allez voir plein de super exemples tout au long de l'émission. Donc voilà, ça va être, on espère, un beau showcase de cet outil. On a les gens parfaits pour le bon showcase. Je crois. On a les très bonnes pépites. Alors, et pour ouvrir cette émission spéciale, qui de mieux que David Siegel, le CEO fondateur de Glide, donc l'outil qui a permis toutes ces réalisations exceptionnelles qu'on va vous montrer. Alors, on va passer en anglais. Donc, pour le live, je suis désolé, on ne fera pas de traduction en direct. On fera une traduction pour le podcast. Donc, voilà, j'espère que tout le monde sera à l'aise avec ça. Et je vais tout d'abord inviter David, voilà, à nous rejoindre. Hello, David. Hey. Hi. So thank you so much for being with us tonight, or it's still the morning for you, right? Because I think you're based on the West Coast. Yeah, that's right. We have our first meeting. We're going to plan our next 2 weeks of Glide development in 30 minutes. Okay, our first meeting of the day. Very interesting. I hope maybe you'll give us a glimpse of this. Yeah, well, I mean, I'm in a very suggestible state before this meeting, so if you can get your feature requests in, there's a good chance that I'll bring them to the meeting. Perfect. It's the perfect timing. Okay, so we have many questions, so let's get straight to it. Sure. Can you tell us a little bit the backstory of Glide and how it came to life, how you get the idea? Sure. So my co-founders and I, Glide was started by 4 people, and we've all worked together for at least 6 years, and some of us have known each other much longer. We all worked together at a company that made tools for building mobile apps. And the people who would use these tools, the tools were for developers. They were very similar to any other tool for building an app, which meant that you would use code. You'd have to be a programmer to use them. And
we just felt this sense of, I don't know if it's tragedy or missed opportunity or frustration. Maybe that's one of the emotions we definitely felt. We just felt frustrated for about 4 or 5 years of working on these tools and how difficult they were to use and just how difficult the fundamental problem of creating apps and software was. And just the kind of the machinations you would have to go through to produce a simple app, the things that you would have to do at a low level that had nothing to do with your idea or your problem, really frustrated us, and me especially as a designer. Because I was the head of design for this company, so it was my responsibility to design the tools and try to make it easy, but the problem itself, the fundamental problem, was so complex. And in the later stages of this company, we got into more of the software life cycle, it's called. So what kind of tools do you need to deal with software after you've written the code? How do you distribute apps? How do you test them? How do you update them? That was all really messy too. So just end to end, it was this very unpleasant experience. But at the same time, software is so important to us as a society, and its future is very bright. We're going to just have more and more software. And we were just very curious about this problem. And we're all technical, the founders, we're engineers. So we also just have this love of creating software. And we just wanted to share that with more people. It's really magical to sit at a computer just with your idea and spend some time. And then you have this new artifact in the world that you can share with people that communicates an idea or helps them solve a problem, or maybe just tells them a story. It's a fascinating, powerful medium. So I think that was the sort of the emotional foundation. And my co-founder, Mark, and I, the straw that broke the camel's back, the thing that really determined that we would just go try to build a company, was we were working together at Microsoft, and we started a little open source project to help developers automate part of the app development process by generating code from data. So, for example, if you're building an app to catch Pokemon on the server, you're going to have a list of all the Pokemon. And the app is going to download the Pokemon from the server and show them on a map or on a list or something like that. So we built an open source project called QuickType that can generate a lot of the code for doing that in an automatic way. And we just had so much fun together working on this concept, and we were interested to see where we could take it. So we just decided, before we knew about Glide as a concept, we said we need to go do a company. And these are the kind of skills we're working with, and what we've built so far. How can we sort of mutate this into something we could work on for a decade, for example? And we changed QuickType so that originally QuickType took data in the form of JSON, and it produced code in about 15 different programming languages. And we replaced the code with a screen. So we said, okay, instead of generating code for programmers, let's generate layouts that programmers can put directly into their app. And then on the input side, we replaced this data format called JSON that developers recognize, but normal people, it looks quite intimidating. We replaced that with a Google Sheet. So you pick a Google Sheet and you get a screen that looks like an application. And again, Pokemon was one of our earliest examples. You just would pick a Google Sheet with a list of Pokemon, and then you would get something that looked like an iOS app. And we shared this with people. At first, we shared it with developers. And we said, is this useful to you? Do you want to take some data and just automatically get a component that you put into your code base as a developer to simplify building sort of data-oriented mobile screens? And no one was interested in it. And then we showed it to normal people, people who don't build apps already. And they said things like, do you mean I can have an employee directory on my phone? You mean I can have a list of inventory in our store? I have all this information in spreadsheets that I can't look at on my phone. This is very interesting to me. This is very useful. So that inspired us to keep investigating what would eventually become Glide. Okay, was it for the mobile
you saw the use case of the mobile, or because originally, I guess what you were saying is that it wasn't intentionally for mobile directly? So we started with mobile because for kind of a simple reason, and that there's enough space on your laptop to draw a mobile preview right in the middle of it. And so it made it easy for us to build a tool where we could sort of preview a mobile phone when we're working on our computers. Obviously, if you're designing a website, showing your website as you design it on your computer doesn't leave much room for other things. And another reason is that we could think, we had a very simplified idea of how to automatically lay out a mobile app as just a stack of components. We haven't spent much time thinking about how we would automatically do a two-dimensional layout for a large screen. So yeah, we could represent it very easily and show it to people in a way that was very cute and immediately graspable. And we could write an algorithm that would automatically lay it out. And that was one of the keys to, and still is a key to Glide, is that when you first give it your data, Glide will just create an app that's full of your data and represents it by default, so you can see it right away, and then you customize it. So we're getting to the subject now, because all the people we've invited tonight have built apps related to the current pandemic. Did you expect that the tool you built and you're building could have such an impact on a crisis like this? Did you expect like this type of use cases? Well, I definitely didn't expect a pandemic. So therefore, I did not expect that Glide would be useful during one. But we actually did see some early signs that Glide could be useful in situations like this. So one of the first apps built with Glide back in the first few months of its life was built by a police officer in California, a sheriff actually. There was a storm approaching their county, and they had to do a bunch of road closures, and they wanted to communicate a lot of information. So a sheriff who is not technical at all, in like 1 day's notice, built a Glide app all about the storm and distributed it to like 40,000 citizens. So we'd never seen anyone do that with apps before, because traditionally, you know, if you're just going to build an app with code and put it in the App Store, if you told me that in 1 month you could take an idea to get into the App Store in 1 month, I would bet that you couldn't. That would be extremely impressive to do that within 1 month. So to do it in 1 day and actually get it out to all of those people, starting with someone who has no knowledge about doing this and has never done it before, was obviously a revolution. So we didn't really know how to interpret that, because it was so different from how we've seen apps and software in general used before. But since the pandemic, we have been using this term, at least internally, calling them emergency apps. And Glide is not intended to be a platform just for emergencies, but we think that it proves some of the decisions we've made about how the apps are constructed. So if under pressure, someone with no knowledge about building an app can build one in emergency to help people, then we think we're making a lot of the right decisions about how software gets constructed in general. So all the people we've invited are based in Europe or in France mostly. Yeah. So it's all related. I was wondering what are the most interesting apps you've seen, like related to the pandemic in the US? In the US specifically. Or in the world, I guess, but outside of the people So we've invited. we made an app to collect all of these apps that we asked just people on our community forum. We have a community forum where people sort of brainstorm and help each other. It's probably a very small sliver. Well, in fact, I know it's a very small sliver of our active developer base. So we've collected, I think, about 100 apps just on our forum that were made for the crisis. So there's surely thousands of them, most of which we haven't even seen. But I think some that impressed me most, the ones we saw right off the bat, were small communities making their own resource apps, mostly focused on where people could get supplies and take out food. So you can think of this as like a Yelp focused just on your small town that features the local businesses there and gives you specific and real-time information, or not real-time, but very frequently updated information about, you
where you can get dinner. And so we were just very excited and proud of that use case. Then some people take that to the next level and they actually build in ordering, so you can pay with a credit card to buy a meal. Those features in Glide are still quite early, so we've seen some of that, but we do have a long way to go to make those features more capable for situations like this. But I would say these apps built for small communities, where people are collaborating and helping each other in time of need. That's been the best we've seen. Okay. Specifically, there's some cases where we interview people to get more details, but this one woman in the UK made an app, again, on 2 days notice, someone who'd never made an app before, built an app to collect donations in her community to help a women and children's center that was about to go into lockdown. And they had additional security concerns because they need to keep the location of this place secret and the identities of the people there secret. So this app helped her accomplish that. So we found that just really remarkable. Okay. Stan, do you have a question? I have a lot of questions, but maybe I'm gonna keep one. Yeah, I'm gonna keep one. What is your favorite app ever made on Glide app? Do you have one? Say I do have a favorite, but it's kind of selfish. So I'll tell you the selfish one, and then I'll sort of generalize to the larger story. So it's actually an app I made. Bicycle it's called. No, I do like that one. Yeah, it's not that one though. Unfortunately, we're not biking to the office very much anymore, so that app is not used very much. But we have an app. It was one of the first we ever made, and I work on it all the time, and I use it many times a day, and it's called Inside Glide. And this is a private app just for our company that just has all the information about Glide. So how many people are developing apps? How many people are using apps? What are the most popular apps? Which apps are being opened the most despite how many users they have? It's sort of like a little app store. And plans, what do we need to do in the next 6 months, and how much progress are we making? What does our business look like? What are some ideas that anyone on the team might have? Is it anyone's birthday this week? It will pop up a picture of our colleagues on their birthday. Yesterday we hit a business milestone, and it showed some special gifts that I had programmed to show money raining down when we got to this certain level. So that's definitely my favorite. I feel a little bit guilty that it's not an inspiring, altruistic customer story. No, but it's very useful for you. So, in general, the apps that get me really excited, we call them dark apps. And these are apps that are made privately for businesses or organizations in general. So a food processing plant might make an app for their 50 employees who don't have desks and don't have computers issued by the company, but now they all have on their phone the ability to call the manager, report issues, take pictures of things that are happening in the plant. Usually the more mundane, the better. So when I see an app for, managing shipping, I guess that's not mundane. That's actually pretty fascinating. But sort of like these low-level, unsexy, let's call them the unsexy use cases that are private to businesses. I just love seeing that, because I love the idea that people who might never have had software even to deal with these problems now have a quite good-looking mobile app right in their phone, making everything easier, and I hope it makes their job more enjoyable. And what is the app the more opened? Do you have the name? I'm sorry? Do you have the name of the app the more opened? That is the most opened? Oh, the most opened app. Yes. Well, that is a highly dynamic list, because I think there's just a lot of apps that are being opened all the time. The list that moves less quickly is the most popular apps. And I believe our most popular app is French right now. Okay. But yeah, we have a lot of French apps in our top 100. We have just a list of the top 100. We occasionally look at them. And a lot of them are related to the pandemic right now. Maybe en mode confiné?
Maybe it's one of the. Yeah. It's up there. What? How many apps there have been built so far? Do you have a rough estimate? I mean, I guess you have the exact number, but I have the exact number. I'm not going to share that. It's a lot. We can say for sure. We benchmark a little bit about this company we worked at before that helped people build apps, and it's been remarkable how much more impact we've created with Glide than at our previous company. But it's a lot of apps are being built with Glide. And one of the fascinating things is people build many apps. So it's also not something we anticipated. So, for example, if you look at like a website builder like Squarespace, an individual might make one website, but something about the way Glide apps are constructed, people get really eager to create more. So we see an individual person sometimes building 5, 10, 15 apps. I don't have a really good understanding of why people are compelled to create so many. Well, I guess it's so easy to use. It's like so. Yeah, like it's more than the ease of use. One of the heuristics I've always used for designing developer tools and thinking about technology is like, can you program in the shower? Is what I call it. And what I mean by that is, if your software is constructed from concepts that are sort of comprehensible and apparent, then people can load them in their imagination, and when they're not at their computer, they can sort of use the software. And I think spreadsheets have this property. You can brainstorm while you're walking down the street about how you might solve a problem with the spreadsheet by kind of imagining the spreadsheet. And I think Glide has a little bit of this portable quality where it can sort of get in your mind, and you can work on apps in your imagination. So I think people are doing that. They're looking for problems in the world, and when they encounter a problem, they can start to understand how they would solve it with Glide while they're not using Glide. Yeah, definitely. Okay, last question, and then we'll let you go to your meeting. So it's actually kind of related. We'd like to know if you can share with us some insights about the roadmap, what's coming next. Roadmap, yeah. So we pick our roadmap, and sort of every 6 months the whole team gets together. This will be the third time we're doing it. The company's about 1.5 years old. We get together and we plan 6 months of work by picking a few very large projects that we're going to do. So the data editor was one of the really large projects in the last 6 months of showing you your data in Glide and letting you create these computed columns. And we are having that meeting in about 3 or 4 weeks. So yeah, it's to be determined what we do there. Glide's growing very quickly, so we have to do some things earlier than we expected to in terms of making our platform more scalable, more reliable. It's pretty reliable now, but we're definitely going through growing pains. We had to deploy a pretty significant change in infrastructure. Luckily, we did it right before the pandemic. So just to make Glide apps load faster around the world, so they don't have to refer to a server in the United States to open, for example. But in the short term, we have tablet and web or tablet and desktop layouts coming very soon. And we plan to make those freely available for a temporary amount of time to help with all of the emergency apps right now. But those layouts, tablet layout, for example, will probably be on one of our paid tiers. So that will be pretty consequential. Another thing that we're thinking a lot about is app stores. It's not one of our top features, but it is very popular. And people are asking a lot. People ask a lot about it. I'm very interested. I think we definitely should let people publish to app stores. We should let people publish software wherever they'd like to publish it, especially if they'll pay us. But I'm very interested to see what happens with that, because most people who would like to publish to an app store will never do it because the app store won't find their app relevant, or they don't understand there are some costs involved to publishing to an app store. They don't want to pay at all. So we'll see about that. We have a survey
we asked people who are interested in publishing in the App Store to fill out. And I would say 80% of the people who fill that out, I know immediately that they would never complete their app and Apple would never allow it, for example. But even 20% of the demand we've seen so far would probably be pretty considerable. So it also simplifies the story. It's weird to talk about apps and not have an App Store option. Sounds like a contradiction. But yeah, that's one of the major areas of focus. And another one is just improving our programming model. So Glide has a programming model that's inspired by spreadsheets that adds some things on top of it. So a concept we just shipped last week is called user-specific columns, which lets you say that this column in this sheet can have different values for everyone who logs in. So you can implement liking or favoriting or personal notes, for example. So we're looking to add more concepts like that seem like incremental extensions to what a spreadsheet is that let people build sort of complex apps. So for example, we don't really have a good theory of actions yet. Like, how do I make a button in a Glide app that every time I press it, it's going to add a number to a cell? You can't do that in Glide yet, but that seems like it should be fundamental. So I think that will be one of our major explorations in the medium term. Okay, great. Well, thank you so much for all this, for sharing this and being here with us. Thank you for having me. Thank you. Have a good day. And well, we hope we'll be looking for all those new features and all this. Yeah. Take care, guys. See you later. Bye. Thank you. Bye. Bye bye. Alors, nous, on va repasser en français. C'est ça. Et Ça m'arrange un petit peu, je t'avoue. Très bien. Eh ben, écoute, et on va accueillir Aurélien. J'espère que tu es prêt, Aurélien de TokTokDoc, qui a fait l'application Suivi Covid-19. Bonjour à tous. Bonjour. Salut Contournement. Merci de m'inviter. Très heureux d'être là avec vous. Ben, merci beaucoup. C'est un plaisir de te recevoir. Merci. Aurélien, maintenant qu'on a compris comment est l'outil, on va passer sur du concret, sur du plus concret et de se dire comment est-ce qu'on peut faire quelque chose avec l'application et faire quelque chose de fonctionnel, surtout comme le thème de la mission c'est Covid-19, d'aborder aussi cette question-là. Et on va vous parler, Aurélien va vous parler de TokTokDoc. TokTokDoc, est-ce que tu peux présenter? J'avais une petite présentation, mais je me dis que tu présenteras l'application mieux que moi. Donc, est-ce que tu peux introduire un peu l'application et ce que tu fais un peu dans la vie en même temps? D'accord, volontiers. Alors TokTokDoc, c'est une équipe de scientifiques, d'ingénieurs et de consultants dans le domaine de l'informatique médicale, avec un domaine de spécialité qui est la télémédecine. On est un acteur relativement reconnu en France et on est basé à Strasbourg. On est une trentaine de personnes. Et on fait à la fois l'innovation technologique et l'innovation organisationnelle dans le domaine de la santé. Et votre histoire, elle est assez marrante parce que vous avez TokTokDoc, ça existe depuis 2017. C'est ça. C'est ça. Exactement, c'est récent. Oui, c'est assez récent encore. On est encore une jeune entreprise. Mais en fait, Glide App, ça vous a permis de développer une solution hyper rapidement. Et en fait, ça a permis. Voilà. Enfin, je ne sais pas si c'est pas du tout pour être méchant, mais ça a permis de vous mettre sur le devant de la scène encore plus, en fait. Et ça qui était hyper intéressant dans votre histoire. Alors en fait, effectivement, Glide Apps, on l'a utilisé et on a fait cette application suivi covid19.fr non pas par intérêt d'entreprise, parce que c'est pas notre modèle économique. Notre centre de gravité en termes d'entreprise et d'activité, c'est vraiment la télémédecine. Et c'était plutôt cette volonté d'agir, quoi. On a tous ressenti cet appel-là au moment de l'épidémie. Et moi qui ai un itinéraire hospitalier, j'étais ingénieur de recherche à l'hôpital pendant de nombreuses années, avant de rejoindre TokTokDoc, où je m'occupe de la R&D, je m'occupe de l'informatique médicale. On a tous eu envie d'agir, quoi. Et ajouter au fait que mes anciens collègues que je voyais qui étaient en proie à des grandes difficultés pour soigner à l'hôpital ou en ville. En plus, nous, on est dans le Grand Est, hein, donc le Grand Est a été très, très, très impacté, vraiment très impacté. Ça a été le feu, quoi. Vraiment, ça a été le feu. Il y a eu beaucoup de souffrance chez les patients, il y a eu beaucoup de souffrance chez les soignants. Il y en a encore beaucoup. Fort heureusement, ça va un peu mieux, mais on n'est pas encore sorti d'affaires. Mais au moment début mars, on a tous senti cet appel et moi, il était encore un peu plus majoré chez moi parce que il y avait ce lien d'amitié avec mes anciens collègues
il y avait cette sensibilité pour les patients, et donc je me suis dit, je peux pas rester spectateur inactif, il fallait absolument que j'agisse. Et dans mon métier, je lis souvent les publications scientifiques. Et je lisais beaucoup ce qui était publié dans les revues scientifiques comme The Lancet ou des choses comme ça sur les séries asiatiques ou de Singapour. Donc des médecins, des scientifiques qui partageaient la manière dont ils avaient déployé une stratégie pour prendre en charge rapidement ces patients suspects ou malades par le Covid. Et je me suis dit, comment je peux faire pour diffuser ce savoir, cette connaissance revue, révisée, solide. Comment je fais pour la diffuser rapidement? Et tout de suite m'est venue l'idée d'une application. Et effectivement, l'enjeu, c'était de le faire vite. L'enjeu, c'était de le faire très vite et de le faire le plus universel possible, le plus portable possible. Et c'était de le faire avec le plus d'agilité et le moins de moyens. Et ça vous a pris combien de temps à faire l'application? L'application, en un week-end, elle était au stade bêta. Elle était déjà le vendredi. J'ai décidé de la faire. Mes collègues aussi m'ont soutenu là-dessus. Le dimanche, tout le dimanche, j'ai travaillé. Le lundi, elle était déjà dans les mains des SOS médecins à Mulhouse. Okay. Donc ça, c'est inédit, quoi. Il y a que le no-code qui rend possible ça. C'est sidérant, quoi. Quand on est ingénieur en informatique, c'est sidérant ce que ça rend possible. Et donc c'était génial pour ça. Et elle a atteint un niveau de maturité parce que si tu veux, quand elle a au bout d'une journée de travail, même si c'est une journée dense et que tu dors pas beaucoup, t'arrives pas à une application complètement mature. Elle est solide, elle tient la route, mais elle ne remplit pas. Elle fait vraiment ce qui est essentiel, quoi. Elle remplit pas les fonctions accessoires. Et elle a mis à atteindre son niveau de maturité, elle a mis 8-10 jours à atteindre son niveau de maturité. Ouais, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est excellent. C'est excellent. Et est-ce que vous avez justement profité des retours des utilisateurs du fait de l'avoir mis en ligne très vite, comme tu disais, 2 jours, pour améliorer justement dans ces 8-10 jours? Ah bah oui, en fait, c'est ça l'intérêt, c'est qu'il y a une agilité dingue. Et quand moi je l'ai mis dans les mains au travers de mon réseau, puis après le réseau s'est diffusé, etc. Autour d'eux, on avait des retours pluriquotidiens par email, des coups de téléphone, des SMS, ce qui fait qu'on a pu avoir un cycle de développement très 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 raccourci. D'une journée à l'autre, l'application a été changée. Alors à la base, à l'origine, c'était basé sur une publication scientifique du Lancet sur les séries asiatiques, parce que le ministère de la Santé en France n'avait pas encore arbitré quel était le protocole de prise en charge des patients. On était tout début mars. Aux alentours du 15 mars, il a publié un protocole qui s'appliquait pour la prise en charge des patients Covid. Et donc le 15 mars, on a reçu ce protocole. Et le 16 mars au soir, l'application tournait sur ce nouveau protocole. Donc ça aussi c'est incroyable. Ça aussi c'est incroyable. Je veux dire, on a pu être hyper réactif. J'ai pas présenté exactement ce qu'était l'application. J'y pense là. Est-ce qu'en une phrase, je peux le faire? Ah bah oui, avec plaisir. Ouais. Merci. C'est ce qu'on allait te demander, je pense. En fait, il s'agit d'une application dans la main des professionnels de santé de premier recours, ceux qu'on appelle ceux en première ligne. Voilà. C'est-à-dire ceux qui sont en ville, ceux qui sont au chevet des patients. Et l'objectif, c'était dans leur poche d'avoir une application qui leur permettait de pouvoir avoir un outil immédiat d'aide à la décision basé sur soit la science et ou les protocoles officiels du ministère. La capacité de pouvoir, avec des moyens très simples, avec des instruments médicaux simples, à domicile, lorsque par exemple un médecin généraliste en ville ou un infirmier ou une infirmière libérale en ville se rendait chez un patient qui avait une suspicion de Covid ou qui a encore une suspicion de Covid parce qu'elle a encore utilisé l'application, la capacité avec des outils diagnostiques très simples, peu chers et très répandus, de pouvoir colliger, c'est-à-dire recueillir l'ensemble des critères et des paramètres cliniques importants, et l'application fournit et une gradation tout de suite du cas. Attention, c'est un cas qui est plutôt, ça c'est un cas bénin, ça c'est un cas, il faut rester attentif, ça c'est un cas grave, avec des facteurs de gravité et de sévérité qui ont été remontés par l'appli, et tout de suite une préconisation d'orientation et de thérapeutique. C'est-à-dire, là, il faut le garder à la maison, non, là, il faut agir vers l'hôpital, là, il faut intervenir et solliciter le centre 15, et là, il faut introduire tel thérapeutique ou tel mode de prise en charge.
ça permettait de pouvoir, avoir rapidement une détection des cas Covid, notamment pouvoir discriminer rapidement quels étaient les cas graves ou quels étaient les cas sévères, sérieux, sur lesquels il fallait avoir une attention. Il fallait aussi, ça rend possible de pouvoir éviter de sursolliciter les services hospitaliers de seconde ligne, de second recours, où le professionnel de santé au chevet du patient est en capacité de pouvoir décider seul sans avoir besoin de sursolliciter le centre 15 qui était chez nous complètement saturé et les services hospitaliers de la même manière. Donc ça a rendu possible ça, et Glide a rendu possible que ce soit fait dans des temps records. Une question justement qui vient du chat. Les gens demandent si tu avais une expérience déjà avec Glide avant de commencer. En fait, j'avais fait une petite app sans intérêt, une petite sandbox sur Glide quelques semaines avant. Et pourquoi j'ai choisi Glide? C'est parce que il y avait peu de moyens, j'étais quasiment seul. Après, j'ai pu avoir l'aide d'un collègue, mais j'étais seul au début. Il fallait que j'agisse vite. Et j'ai dit, OK, j'essaye avec Glide. Si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, au pire, j'ai perdu un week-end. Et le lundi, ils l'avaient dans les mains, les médecins. Donc, c'est que ça avait marché. Effectivement, j'avais juste une sandbox avant. Un truc, pas une application de Pokémon, mais pas loin, quoi. Okay. Et aujourd'hui, sur les chiffres, combien de personnes à peu près vous avez les stats? Combien de personnes utilisent l'application? Oui. Faites un peu ces suivis-là? Ouais, ben on fait un suivi. On communique aussi avec les institutionnels de la santé, les agences régionales de santé, en même temps aussi avec le secrétariat au numérique. On a, là, sur le mois écoulé, on a eu 17 000 utilisateurs, 17 000 professionnels de santé qui ont utilisé l'application, plusieurs milliers de patients qui ont été pris en charge. Les choses qui sont encore plus intéressantes, c'est que à un moment donné, durant mon travail, c'était une application quand même relative, avec des algorithmes un peu chiadés, quoi. Parce qu'il fallait quand même, il y avait tout un protocole c'était pas juste de la gestion ou de l'affichage, c'était pas simplement du crude. Hein, donc il fallait faire un peu davantage. Et j'ai eu quelques limites. Et à ce moment-là, j'ai sollicité directement Marc et David de Glide par email qui ont répondu tout de suite à l'appel. D'ailleurs, ils sont dans les crédits de l'application pour les remercier de leur aide. Et donc, je leur ai demandé de l'aide sur différents sujets qui n'étaient pas dans la version native de l'application, qu'ils ont bien accepté de faire. Okay. Et en contrepartie, je leur ai dit, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que cette application-là qu'on fait pour la France, qu'elle puisse être internationalisée, qu'on puisse la diffuser librement. Et donc, j'avais un engagement moral envers eux. Et j'ai réalisé cet engagement moral passé les 10 premiers jours où je me suis concentré sur notre territoire français et nos soignants et nos patients. Et donc, je me suis concentré là-dessus. Dès qu'elle a atteint son niveau de maturité, j'en ai fait une duplication. On l'a internationalisé et on l'a mis free to share en licence libre par Glide. Et aujourd'hui, elle est diffusée à travers le monde. Et on a eu 4000, je crois, utilisateurs sur le template Glide international. Notamment aux États-Unis. Alors après, les gens la dupliquent. Donc une fois qu'ils l'ont dupliqué, je perds la trace. J'ai encore le petit code Google Analytics. Donc tant qu'il ne l'enlève pas, j'arrive encore à suivre un petit peu d'activité. Mais très rapidement, évidemment, c'est coupé. Et tant mieux. Enfin, c'était dans cet esprit que ça puisse être libre et utilisé librement et réemployé le plus largement possible. Mais on a pas mal d'utilisations à travers le monde parce que cette pandémie, si nous, on arrive en France à s'en sortir, ce que je souhaite vraiment, vraiment pour nous, pour nos proches, pour notre famille, pour notre économie, pour notre nation, on ne sera jamais à l'abri si l'épidémie n'est pas éteinte quelque part dans le monde. Et donc, c'est dans cette logique-là qu'on a, chez TokTokDoc, décidé de la rendre la plus libre possible et de l'internationaliser. Aujourd'hui, je sais qu'elle est utilisée en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, francophone, anglophone, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. Je regarde la carte. On a aussi pas mal d'usages sur l'Australie, au Canada. Ouais, et ça, c'est aussi une fierté. Et ça, sans Glide aussi, ça aurait pas été aussi facile de faire ça, aussi aisé de faire ça. On a eu la force de diffusion. Ouais. Voilà, exactement. Tout à fait. J'ai une dernière petite question.
il y a tout un volet, on nous pose souvent la question, et pour vous c'est complètement crucial, sur la question de la confidentialité, du RGPD, est-ce que vous n'avez pas eu de doute sur le fait que Glide soit adéquate pour traiter des données aussi sensibles? Ah bah oui. Ah bah oui, clairement, clairement. En fait, moi à la base, donc le samedi quand je décide de faire ça, je me dis il faut que j'essaie de faire une maquette et puis on verra bien ce que j'arrive à trouver au bout d'une journée. Le lundi, il s'avère que Mulhouse m'appelle et nous dit il faut absolument on discute, il faut absolument qu'on ait cette app, on en a vraiment besoin parce qu'on est on est submergé. Et là je dis ok, mais RGPD, confidentialité des données. Agrément HDS pour l'hébergement des données de santé, qui sont des agréments très spécifiques, donc que je connais sur le bout des doigts, puisque je vous dis, ça fait plus de 10 ans que je travaille dans le domaine. Donc, j'ai sollicité mes homologues des agences régionales de santé, avec lesquels on a décidé de faire un Google Drive à part, qui était réceptacle de toutes les données, où il y avait que quelques personnes qui avaient accès, tout était tracé. Et donc, il y a l'ARS et le GRAD, qui est le service d'informatique médicale de l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui a surveillé, qui a fait office de tiers de confiance et on a signé une convention avec eux qui nous a autorisé, dans un cadre dérogatoire du temps de paix, là, en temps de crise, qui nous a fait une dérogation pour pouvoir déployer, parce que c'était le besoin du terrain qui s'exprimait, parce que c'était l'impérieux besoin de prise en charge des patients, parce que des vies étaient en jeu, parce que des processus de santé étaient submergés, parce que c'était le feu et il fallait pouvoir traiter ça. Et donc, de façon proportionnelle, les institutionnels nous ont accordé que dans le cadre de la crise et pour cet usage-là, et dans un cadre technique que j'ai précisé et sous leur surveillance, comme un tiers de confiance, on pouvait employer Glide et Google Sheet pour ce type d'usage. Mais effectivement, en temps normal, ça n'aurait sans doute pas été possible. Très certainement pas été possible. Voilà, c'était une réponse technologique proportionnée à l'état sanitaire, au contexte sanitaire. Super. Avec des mesures, techniques et conventionnelles qui ont rendu possible quand même que ça se fasse dans de très bonnes conditions. On a le temps d'une dernière mini-question ou pas? Ouais, bien sûr. C'était juste, mais ça va être très court, je pense. Aujourd'hui, tu as ciblé des étapes par rapport à l'application sur les choses que tu veux améliorer ou des choses que tu veux ajouter, ou tu penses qu'aujourd'hui, tu n'as pas forcément besoin de la modifier? En fait, le problème que j'ai, et ça c'est une question très intéressante, c'est que là je suis un peu à un plafond de verre par rapport à ce que Glide propose. Ok, compréhensible. C'est-à-dire qu'il y a des limites, et tous les besoins qui m'avaient été remontés sur le terrain, j'ai été confronté aux limites du no-code. Il y en a quand même. Et notamment, c'est la capacité d'interopérabilité au travers d'API avec d'autres systèmes. J'entendais tout à l'heure David qui parlait des champs calculés dans les datas, qui permettent pas quand même de faire du développement algorithmique fin, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai par exemple pour des cas de figure très simples, c'était juste un arbre décisionnel, mais arrivé au troisième niveau de branche, pour arriver juste à décider si j'étais ou pas sur le cas A ou le cas B, je crois que j'ai 15 ou 20 colonnes qui sont juxtaposées côte à côte pour arriver à calculer un booléen qui se modifie colonne après colonne pour arriver à OK, je suis dans la branche A. Donc, ce qui prouve qu'il y a quand même des limites. Et donc, aujourd'hui, je suis dans le cadre du besoin, dans le cadre du contexte, dans le cadre de la solution et dans le cadre des limites, la solution telle qu'elle est, en plus de ça maintenant internationalisée, a atteint son niveau de maturité, son seuil critique. Et moi, ce que je souhaiterais, c'est que très vite, je puisse la jeter à la poubelle, quoi. Voilà, très vite, je le souhaite pour nous tous que je puisse la jeter à la poubelle. Effectivement, je pense que c'est dans ce contexte, on sera content aussi de ne plus avoir à l'utiliser et que tu puisses la jeter. Et je serais très heureux de le faire. Hein. Je suis impatient, pour être tout à fait sincère, parce que c'était nerveusement compliqué quand même. J'imagine. Nous aussi. Ça va être le mot de la fin, du coup. Merci. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous avoir expliqué tout ça bien en Avec détail. bonheur. C'était hyper intéressant et vraiment une vision un peu très technique de Glide, vraiment jusqu'où on peut aller et aussi ce qu'on ne peut pas dépasser, quoi. Merci Super. à tous les deux. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup Aurélien.
Et on va passer sans interruption à notre troisième invité, qui est Berthier. Alors, donc toi, du coup, donc, effectivement, tu t'es basé à Saint-Malo et tu as fait une application Glide qui liste les commerces qui sont ouverts dans la ville pendant le confinement. Oui. Tu as eu une carrière aussi qui est assez passionnante. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots avant qu'on parle de l'application? Ouais, alors moi, pour me présenter rapidement, ce que je dis, c'est que je suis un père de famille, je suis un maker, je suis un burner, je suis un entrepreneur, je suis un investisseur et je suis un goalkeeper. J'ai notamment dans ma vie créé une startup qui s'appelait le Fab Shop, qui était spécialisée dans l'impression 3D. J'ai importé en France un événement qui s'appelle Maker Faire. Je suis un maker. Plus récemment, j'ai dirigé le programme d'accélération du fonds d'investissement Techstar à Paris, qu'on a créé fin 2016 et que j'ai dirigé en 2017 et 2018. Depuis, je travaille comme consultant indépendant pour des startups et des entreprises qui veulent comprendre la transformation numérique pour les groupes et les entreprises, les PME, les TPE. Et puis, pour les startups, c'est plutôt du conseil en strat et en levée de fonds. Alors du coup, est-ce que tu veux nous dire un petit peu l'histoire derrière ton application et pourquoi tu t'es lancé, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu un petit peu aussi t'as eu pas mal de relais dans les médias, j'ai vu. Ouais, moi j'ai la chance de connaître Erwan Kézard, qui est pas là ce soir, mais Qui arrive tout de suite après toi. qui arrive après depuis plusieurs années. Et l'été dernier, il m'avait parlé de contournement. Bon, j'avais tendu une oreille, mais voilà. D'ailleurs, on l'avait reçu à Saint-Malo parce que à Saint-Malo, je dirige une petite association qui s'appelle Digital Saint-Malo, qui est une association de professionnels et d'usagers du numérique. Il m'avait parlé de contournement et puis il m'a dit ce serait bien que je revienne, qu'on en parle, etc. Et puis on se prend des nouvelles les uns des autres régulièrement. Et puis, je ne sais pas comment, il y a quelques semaines, un copain nous a remis dans la même room pour parler de choses et d'autres, notamment de contournement, de nos codes. Et puis, vous avez fait ce chat, cette conférence il y a un mois et demi, où vous parliez notamment dans l'univers des applications, il y avait Glide. Et moi, je suis un maker, je suis un bricoleur, donc tu vois, j'ai ouvert les trucs, j'ai commencé à bricoler, j'ai regardé ce que je pouvais en faire. En fait, moi, je suis en anglais, on dit Jack of all trades. Je suis un couteau suisse, moi. Tu vois, moi, ce que je fais bien, c'est comprendre ce qu'on peut tirer des gens ou des outils et éventuellement imaginer de nouvelles choses à faire avec. Donc, j'ai gardé ça dans le coin de ma tête. Et puis, comme tout le monde, j'ai vu arriver la catastrophe. Moi, je me suis enfermé le 11 mars à Saint-Malo. Et puis, quand le 17 mars, le confinement a commencé, j'ai vu toutes les boutiques d'Intramuros fermer les unes après les autres et mes copains commerçants me dire putain, je ne sais pas si je peux rouvrir, je ne sais pas quand est-ce que je rouvre. J'ai vu les uns les autres barrer leurs informations et dire on ne sera plus ouvert que 3 jours par semaine ou que de telle heure à telle heure. Et je me suis dit mais comment est-ce que les gens peuvent savoir? Et puis, parce que je fais très bien et depuis longtemps et pour tout, c'est gérer, animer, créer des communautés. Et donc, je me suis tourné vers Facebook avec un questionnaire très simple en demandant aux gens sur les différents groupes d'habitants de Saint-Malo, est-ce que vous pouvez me dire quels commerces à côté de chez vous sont ouverts? Et donc ça a commencé le mercredi. J'ai rédigé le questionnaire, je l'ai mis en ligne mercredi, jeudi. Le vendredi, j'avais 30 adresses. Le samedi matin, j'avais 50 adresses. Et parallèlement, j'ai ouvert Glide et j'ai commencé à essayer de faire ce que je voulais faire avec, puisque j'avais déjà une petite base d'adresses. Assez rapidement, je me disais que j'arrivais pas à faire ce que je voulais tout à fait. Il se trouve que Glide a en fait beaucoup plus de choses que ce qu'il montre. Je pense qu'il y a un gros boulot d'UX pour les utilisateurs de Glide, et ma frustration, elle est venue très vite parce que comme je suis un mec qui pousse les curseurs assez vite, j'ai tapé dans un mur. C'est là où je me suis plaint à David, on s'est échangé quelques mails, on s'est mis d'accord, et j'ai remis ma carte bleue et j'ai repris un nouvel abonnement pour une version de l'app que j'ai mis en ligne le samedi 21 mars à 17h. Et effectivement, j'avais ouvert. Alors c'est très intéressant parce que dans le process, d'abord j'ai appris plein de formules de Google Spreadsheet dont je connaissais l'existence mais que j'avais jamais utilisé. Pour info, d'ailleurs, si vous utilisez Spreadsheet en français ou en anglais,
La syntaxe n'est pas tout à fait la même, d'où une partie de ma frustration, mais ça c'est documenté nulle part chez Glide parce qu'ils parlent en anglais et ils comprennent pas la localisation. Tu vois, je me suis mis dans l'API de Google Street View, tu vois. Enfin, il y a plein de trucs, voilà, que j'effleurais ou qui étaient le sujet d'autres personnes avec lesquelles je travaillais, mais dans lesquelles j'avais jamais mis les mains directement. Et j'ai appris plein de trucs. J'ai mis l'application en ligne le 21 mars avec des fonctions de base, donc une liste qui apparaît sous forme d'une liste et une carte avec les informations géolocalisées qui correspondent à chaque entrée. Et puis je vais continuer à l'enrichir. Alors assez rapidement, à partir du moment où ça a été en ligne, je suis passé de 50 adresses à 70, 80, 100. Bon, il se trouve que j'ai une petite notoriété locale et que le Pays Malouin a fait une brève sur son site web le samedi après-midi quand j'ai sorti l'appli. Du coup, il y a eu un petit pic de fréquentation. Le lundi matin, Ouest France, qui avait vu la brève, m'a appelé et m'a dit qu'est-ce que c'est votre truc. Ils ont fait un superbe article, un superbe portrait, une demi-page dans Ouest France du mardi qui présentait l'appli, qui publiait aussi le questionnaire et l'appel aux commerçants pour remplir ce fameux questionnaire. Et le mercredi, on a publié une première liste à jour, donc moins d'une semaine plus tard, enfin entre l'idée et la publication dans Ouest France, la version papier, que j'ai par là sous la main, une première liste à jour des commerces ouverts à Saint-Malo avec leurs horaires d'ouverture pendant le confinement. C'est cool ça. Donc ultra rapide. Et puis voilà, j'ai continué à explorer Glide et à essayer de comprendre les formules. Je les ai corrigées, je les ai améliorées. Et puis j'ai eu plein de contacts de gens qui voulaient leur version locale de l'application. Donc on l'a cloné quelques fois. Aujourd'hui, il y a 3 clones en activité. Je soupçonne qu'il y en a plus parce que c'est finalement pas très compliqué et que s'il y a des mecs un peu malins, l'idée est facilement réplicable. Et juste pour savoir, d'un point de vue un petit peu technique, le clone, ça s'est passé comment? C'est-à-dire que tu as fait un template ou juste c'est toi qui as dupliqué alors j'ai fait un template. J'ai fait un template que je partage. Il suffit que tu m'envoies un mail et si jamais tu es capable de le faire tout seul, je te donne la main. Bon, la plupart des gens qui l'ont développé, j'ai passé quelques heures au téléphone avec eux à les accompagner pour le paramétrer, pour la localiser sur leur territoire. Certains plus que d'autres parce que dans les 3 versions qui circulent en plus de Saint-Malo, il y a 2 ingénieurs qui, eux, ont pigé assez vite le truc et qui l'ont fait très bien, très rapidement. Et puis une amie dont c'est pas le métier de base, qui est plutôt elle dans la finance. Alors elle est à l'aise avec Spreadsheet, mais elle n'avait jamais vu toute la partie appli et dev. Avec qui j'ai passé un peu plus de temps, mais c'était super intéressant à nouveau parce que elle et eux posaient plein de bonnes questions et d'ailleurs certaines améliorations dans le code et dans les formules viennent des conversations avec les uns et les autres. Et aujourd'hui, en 4 semaines, pour vous donner une idée des métriques, donc aujourd'hui, j'ai 170 commerçants sur le territoire qui sont inscrits. J'en reçois encore quasiment 2 ou 3 par jour supplémentaires. Donc le rythme s'est beaucoup ralenti des nouvelles inscriptions. Mais j'ai 5700 utilisateurs à Saint-Malo et en 4 semaines, j'ai 70 000 connexions. Parallèlement, la mairie a publié une liste, bon, et sans leur faire injure, bon, les fonctions sont un petit peu différentes. C'est une liste PDF que tu peux télécharger sur le site web de la mairie. Mon application, c'est une application mobile avec une fiche qui est géolocalisée. Tu peux ouvrir Google Maps directement depuis la fiche du commerçant pour y aller directement. Tu peux appeler directement le commerçant depuis l'application. Donc, c'est pas exactement tout à fait les mêmes fonctionnalités, la même ergonomie, évidemment. C'est complémentaire. Et beaucoup des mairies qui m'ont consulté dans les 3 dernières semaines font cette chose de base parce qu'ils comprennent bien que, ils peuvent le faire, ils en ont les compétences. Ils comprennent bien que développer une application locale, ça demande que quelqu'un soit formé, même si c'est pas très compliqué, il faut bien y passer le temps minimum. Et dans la situation de crise, aujourd'hui, c'est pas. Je pense qu'il y a un potentiel de copie qui est bien supérieur à ce qu'il est, mais je pense que la longue traîne, c'est probablement d'autres mairies, d'autres unions commerçantes, d'autres fédérations de commerce locales qui voudront leur application et on trouvera le moyen, le moment venu, soit de la multiplier, soit de la cloner, soit
soit de la vendre, on verra bien. Ok, justement, ouais, la prochaine question, c'était un petit peu ça. Quelles sont les prochaines étapes? Ce que tu as prévu? Mais bon, tu viens de répondre. Pour l'instant, un peu comme Aurélien, je fais une maintenance de base sur les fonctions de l'application. Je m'assure qu'elle est toujours en place. Aujourd'hui, je fais ça d'initiative personnelle. J'ai rien demandé à personne. J'imagine que demain, en sortie de crise, l'application a vocation à rester et je trouverai probablement un accord, je te dis, avec la fédération commerçante, avec l'union des commerçants locales, pour au moins couvrir ses coûts d'entretien, à défaut d'en faire une machine à sous. Dans les évolutions probables, c'est de l'ouvrir demain aux nouveaux commerces, aux commerces qui vont ouvrir à nouveau. Et puis, j'ai une grosse demande d'artisans qui veulent de la visibilité. Aujourd'hui, j'ai réservé l'apparition sur l'application aux commerces de première nécessité, ceux dans lesquels on a le droit de se rendre dans la situation actuelle. Mais il y a beaucoup de demandes d'artisans, que ce soit des auto-entrepreneurs, des plombiers, des électriciens ou de l'entretien de jardin. Bon, aujourd'hui, ils n'ont pas tout à fait leur place parce qu'elle répond à une situation d'urgence et c'est là où comme Aurélien, c'est vraiment bluffant d'être capable de mettre en ligne une application aussi rapidement. Mais sa fonction, elle est d'informer ceux qui doivent se fournir en produits dont ils ont besoin le plus rapidement, le plus efficacement, sans faire le tour de la ville. Parce que, en fait, ce qu'on me dit souvent, c'est mais les gens, ils savent bien si on est ouvert ou pas. Ben non, parce que les horaires, ils ont changé, parce que leurs habitudes, elles sont bouleversées aussi, parce qu'ils ne sortent pas forcément aux mêmes heures. Mais demain, voilà, je pense que la vocation de l'application, c'est de recenser une liste plus large de commerces et probablement les artisans, à défaut d'en faire une spécialement pour les artisans du coin. Parce que sinon, ça fait quand même une application très très dense. Graphiquement, il y a beaucoup de pins sur la carte. Bon, super, merci beaucoup. On va suivre ça avec attention. Mais merci à vous pour m'avoir mis sur la piste de cet outil. Voilà, je me posais la question à la fois en écoutant David, je suis très curieux évidemment de leur développement, en écoutant Aurélien aussi. Et je pense que quand je serai ceinture jaune d'application no-code, la prochaine, je la ferai probablement sur Adalo ou sur Bubble, ne serait-ce que pour avoir essayé. Je pense qu'en termes de progression, passer sur Adalo derrière, c'est intéressant. Et puis après, aller sur Bubble. D'accord, ok, c'est ça le chemin. Écoute, ouais, c'est bien noté. C'est la voie du contournement qu'on propose. Très bien. Bon, merci beaucoup Berthier et bonne continuation. Et ouais, à bientôt. Restez chez vous. Moi, je vais nulle part. Salut. Salut. Et on va continuer. Et on a un nouvel invité que on connaît bien, qui est Erwan. Bonjour. Bonjour Erwan. Comment allez-vous? Enchanté. Enchanté. Ça va et toi? Très bien, très bien. Erwan, on te reçoit. Bon, je pense que tout le monde te connaît ici. Parce que tu as développé l'application qui est écrite ici. Enfin, tu as développé deux choses, mais il y a en mode confiné et H24 urgence. Pour vous, ce qu'on parle de en mode confiné, qu'après qu'on parle de H24 urgence, parce qu'en mode confiné, il y a peut-être pas plus d'intérêt, mais... Ouais. Vas-y. J'allais dire chronologique, comme je te laisse finir. Ouais, non, même chronologique. Et je me dis que ce qui est intéressant, c'est que on a déjà parlé de cette application et la façon dont tu l'as réalisée, ça montre vraiment l'intérêt et la facilité de Glide comme outil. En effet. Vas-y, je te laisse. En gros, donc je suis cofondateur de Contournement. Merci de m'accueillir dans mon propre podcast, Alexis. Et du coup, ça fait longtemps que je suis engagé dans diverses causes solidaires, sociales, environnementales, par ailleurs. Et du coup, il y a une association à qui je donnais un coup de main, avec qui maintenant on est en partenariat, qui s'appelle Les Déterminés, qui accompagne de jeunes entrepreneurs et entrepreneuses originaires de quartiers populaires et de zones rurales, qui sont à fort potentiel. Et du coup, il n'y aura pas que des jeunes, de tous âges. Et là-bas, j'ai rencontré Abdel Ali il y a quelques années, qui a créé Banlieue Santé. Banlieue Santé, c'est une association qui, comme ils se définissent, sont le dernier kilomètre après là où la santé publique ne peut plus trop aller, donc notamment dans les quartiers populaires. Et du coup, quand il y a eu le confinement et l'épidémie, je l'ai appelé, je lui ai dit, bon, vous, qu'est-ce qui se passe? Vous faites quoi en ce moment?
Et là, il me parle de deux choses. Il me parle premièrement d'une action de traduction de vidéos de prévention en différentes langues et dialectes pour des populations non francophones et à risque, notamment, donc des personnes vulnérables, des personnes âgées en foyer, des personnes âgées en quartier populaire. Et deuxièmement, toute une activité de récupération de denrées alimentaires pour créer des colis repas, en gros, pour des personnes âgées qui soient en foyer, idem, ou en quartier populaire, avec tout un protocole sanitaire, parce qu'ils ont une action sociale, mais surtout sanitaire. La plupart, ce sont des professionnels de santé qui ont une action incroyable. Je vous invite vraiment à regarder Banlieue Santé sur leur site. Vous trouvez sur Internet facilement. Et du coup, en entendant ça, je lui dis, ça, à mon avis, il y a moyen de l'optimiser. Si tu veux, on en fait une application pour, d'une part, faciliter l'accès à ces infos, parce que le channel YouTube, pour des personnes qui ne savent pas forcément lire ou écrire, c'était pas forcément évident d'y accéder, etc., de se repérer dedans. Donc là, l'application a vraiment cet aspect très visuel où dès qu'on arrive dessus, on voit les drapeaux donc des différentes nationalités pour pouvoir rapidement arriver sur sa langue pour voir la vidéo de prévention traduite en sa langue. Donc que ce soit Zoninké, Peul, roumain, arabe algérien, enfin bref, il y a plus de 20 langues aujourd'hui. Et deuxièmement, il y avait, en fait, parce que je dois préciser que Glide, j'ai fait l'application mobile avec, mais derrière, il y a un Airtable, donc un outil de base de données très puissant qui leur permet d'organiser un petit peu toute leur logistique. C'est-à-dire que sur l'application mobile, il y a la partie vidéo traduite, mais il y a aussi la partie « Je veux aider Banlieue Santé » ou « Je veux être aidé par Banlieue Santé ». C'est-à-dire, je suis un bénévole, je veux être bénévole pour Banlieue Santé, je veux faire des dons de denrées alimentaires, je veux aider logistiquement en prêtant des camions, des cuisines, etc. Donc, il y a toute cette partie. Et quand on clique sur les boutons, on arrive sur des formulaires où les gens peuvent remplir le formulaire et ça arrive directement dans Airtable. Donc, la stack, j'ai envie de dire, les deux briques du projet, c'est Glide pour accéder sur le mobile et Airtable derrière pour que les gens remplissent le formulaire et que les coordinateurs, quand ils ont toutes ces infos bien propres dans Airtable, ils puissent dire « Alors, je crée une nouvelle mission. Cette mission, elle a un point de livraison. Il faut que des bénévoles puissent s'affecter à cette mission, etc. » Et d'ailleurs, c'était intéressant parce que je ne suis pas entré dans le fait de permettre aux gens de se créer un compte sur le Glide pour aller plus vite. J'ai protégé on va dire les parties qui concernaient que l'interne, que l'équipe de Banlieue Santé, par des mots de passe via Airtable. Et la stack Glide plus Airtable, ça m'a permis de contourner pas mal de contraintes parce qu'il fallait vraiment faire très vite. Et il y avait beaucoup de choses à faire. Du coup, l'application en mode confiné, c'est le nom de l'application pour Banlieue Santé. En gros, en 3 jours, j'avais fait la plus grosse partie, sachant qu'il y avait un enjeu d'UX, de wording et de ça, parce qu'ils n'avaient pas trop le temps de me baquer là-dessus. Donc, ça fait partie de mes expertises, donc j'ai pu aller vite. Mais en gros, c'était vraiment un plaisir comme Alexis, on a géré des agences web dans nos vies, et beaucoup de projets web. Et là, parfois, j'avais l'angoisse de me dire « Oh non, je ne vais pas pouvoir le faire ». Et puis, je regarde juste la documentation 2 minutes. Et étant donné que la documentation de Glide est extrêmement bien faite, j'ai fait « Ah non, mais en fait, je peux… Ah, mais c'est tout con, en fait. C'est juste ça !» Et là, du coup, euphorie, cri, ma nana se demandait ce qui se passait. Donc, en mode confiné, pour le coup, dès que l'appli a été en ligne, ça a aussi été un objet de communication. C'est-à-dire que le fait que tout soit regroupé dans une appli, ça fait que ça a beaucoup circulé. Il y a Mouloud Achour qui nous a rapidement relayé dans Click. On est passé dans Le Monde, on est passé sur plein de médias. Et ça a été vraiment cool, même pour sensibiliser aussi des jeunes de quartier populaire qui, sur le côté confinement, en fait, quand on disait en mode confiné, c'était aussi pour dire restez chez vous. Et ça a pas mal circulé. Et voilà, quoi, cette appli a fait son bout de chemin. Et là, ce qui est intéressant, c'est que je viens de faire la passation à Hanan et à Nouret, qui font partie de l'équipe. Donc, Nouret est technique et Hanan, elle est plus dans la com. Et en fait, la passation s'est faite en 1h30 et maintenant, ça y est, ils maîtrisent Glide, quoi. Versus, ça avait été un outil hyper complexe. Et c'est cool parce que là, ils ont envie de changer les éléments de langage. Hop, ils copie-collent dans le spreadsheet et c'est fait, quoi. Donc, super expérience et aussi quelque chose de très important à préciser parce que, comme je le disais, les vidéos de prévention, c'est important qu'elles soient facilement accessibles pour des personnes qui parfois ne savent ni lire ni écrire, mais aussi qui n'ont pas forcément de compte Google ou de compte Apple. Donc là, le fait que ce soit une web app, en fait, une application web mobile, une PWA, pour celles et ceux qui comprennent, donc une application qui ne se télécharge pas sur les stores, pour le résumer comme ça, c'est un raccourci, et bien là, ils cliquent juste sur un SMS ou un WhatsApp sur le lien et ils ont l'appli devant les yeux.
C'est ça qui est hyper intéressant. C'est-à-dire que parfois on dit ah mais c'est pas sur les stores, c'est une barrière. Ben aussi on peut le voir comme une non-barrière, au contraire, comme quelque chose qui ouvre des perspectives. Et d'autant je que en pense que plus c'est elles sont hyper vraiment performantes, quoi. c'est hyper intéressant à souligner. C'est vrai on insiste souvent là-dessus. Et du coup, David en a un peu parlé. Il a dit ils vont quand même faire en sorte de déployer sur les stores. Mais nous, on avait déjà échangé avec eux. Et ils sont convaincus, comme nous on l'est, que c'est beaucoup plus facile de faire utiliser une application à des gens s'ils n'ont que à taper une URL pour y accéder, quoi. D'aller C'est ça. sur les stores, on sait que c'est bien plus compliqué de faire installer une application à des gens. Et ça, souvent, Enfin, nous, les clients qui ont travaillé depuis des années en tant qu'agence web demandent ça tout le temps, alors qu'il n'y a pas de vraie raison, quoi. Il y a un autre truc qui m'a fait. Là, je passe un peu encore sur un autre sujet. Enfin, je sais pas combien de temps j'ai encore pour parler. Et si vous avez des questions aussi. On a quelques questions et j'ai Ok, pas du tout pardon. regardé le temps, donc c'est complètement en live. Et Ah, je si suis vous me désolé laissez pour faire. Julie et Pierre qui attendent, mais on va arriver. Ok. Ouais, je voulais juste dire que ce qui était assez hallucinant aussi, c'est quand Yacine et Abdelali, donc Yacine c'est le coordinateur, Abdelali le président, me donnaient des insights sur ce dont ils avaient besoin sur l'appli. C'était dingue parce que je prenais des notes en fait, et je disais là, mais pourquoi je prends des notes? Dans Airtable et Glide, en fait, je me suis rendu compte que ça allait plus vite, sur certains points en tout cas, de le faire en live. Et là, j'ai fait non, quand même, c'est incroyable. C'est vraiment de la télépathie avec la machine. Par contre, il y a eu bien sûr quelques blocages, quelques limites. Mais voilà, c'était aussi excitant de trouver des solutions de contournement à chaque fois, quoi, pour voilà, faire ce que j'avais envie de faire, même s'il y avait des limites avec Glide ou Airtable. Moi, j'ai une question, mais elle est peut-être un peu plus technique. Rapidement, comment tu as pu connecter Glide et Airtable? Tu es passé par un truc qui connecte ou tu as juste fait des links? J'ai juste fait des liens. J'ai juste créé des liens à partir de boutons, mais je me suis arrangé pour que dans la navigation, ce soit fluide, quoi. C'est-à-dire que j'aurais pu, en effet, créer des formulaires dans Glide qui ensuite auraient été enfin, je sais pas, entre le spreadsheet et Airtable, créer, je sais pas, un zap ou autre. Non, là, je me suis dit que pour aller plus vite, le lien, ça allait très bien. Et les gens ne remarquaient pas qu'ils passaient d'une app à l'autre, d'ailleurs, c'est marrant. Même si volontairement, on laisse le logo Airtable. Comment? C'est intéressant parce que c'est un petit peu l'avantage du web aussi, quoi. C'est vu que c'est que des pages et que des liens, contrairement à une appli où tu vois littéralement que tu sors de l'appli, il y a des choses comme ça où on peut être assez rusé, quoi. Ouais. Et ça, comme absolument. Tu dis, il faut toujours... il pourrait y avoir de la surenchère, mettre des apps, de l'automatisation dans tous les sens, mais en fait, tu trouves toujours le meilleur moyen au bon moment, quoi. Absolument. Et il y a un truc aussi, parce que l'autre appli que j'ai développé, parce que ça suffisait pas, il y en avait... En fait, à partir du moment où on a fait ça, il y a eu plein de demandes, mais on n'a pas pu répondre à tout. On préfère rediriger dans la communauté vers d'autres personnes, parce que sinon, on passe notre temps à faire du bénévolat. Et il y a un deuxième projet, c'est Zaïm, des déterminés aussi, de la promotion French Tech Tremplin, qui, elle, a pour expertise de bien connaître les maisons de santé. Les maisons de santé, ce sont de formidables alternatives au SAMU ou aux urgences. Et au début du confinement, enfin de l'épidémie, l'un des gros dangers, c'était que les urgences sont engorgées, que le SAMU soit engorgé, notamment pour les personnes qui ont d'autres problèmes que le coronavirus. Et du coup, je l'avais rencontré quelques semaines avant. Et là, je lui ai dit, mais ton truc là de connaître en temps réel les disponibilités des maisons de santé et tout, ça tient toujours? Elle me fait, bah oui, je ne sais pas quoi faire avec le coronavirus. Donc en gros, je lui ai dit, fais un tableau. En fait, Zaïm, elle appelait toutes les maisons de santé à la main pour voir quels étaient les modes de consultation, s'ils proposaient des urgences, des téléconsultations d'urgence, comment les contacter, avec quel numéro, etc. Je lui ai dit, fais-moi un tableau bien propre. Et on n'arrivait pas à savoir au téléphone, donc j'ai juste fait un screencast, une vidéo commentée de 3 minutes où je lui ai dit, regarde, là tu fais ça, là tu fais ça, là tu... Non, ce genre de truc, tu mets des bullet points et tout. Et en fait, à partir de son tableau, franchement, h24-urgence.fr, c'est l'adresse, je l'ai fait en 1h30, 2 heures. Pas plus. Là, pour le coup, là, c'était vraiment incroyable le temps de réalisation parce que c'est vrai que c'est basé sur une liste d'établissements. C'est vraiment le boulot de Glide, quoi. Pour ça, Glide, c'est redoutable. Tu as une liste bien propre de lieux ou de gens. Tu réagences, c'est parti, quoi. Limite, ce qui m'a pris le plus de temps, c'est de réagencer le format de texte, par exemple, en mettant des bullet points dans les cases pour que ce soit bien propre. Et justement, pour lui donner l'exemple et puis ensuite lui dire, voilà, formate-le comme ça. Et ce sera propre. C'est ça, finalement, le travail, une grande partie du travail, souvent, ça vient du contenu et pas de la technique, quoi. Exactement. En fait, 75% du boulot, c'était plutôt du wording, des images, de la recherche d'images, plutôt que de la technique. C'est ça qui est assez dingue avec ces outils. On se rend compte aussi en formation où moi, je prends plus de temps à dire aux gens, allez chercher des images sur Unsplash et aller chercher des idées que de mettre en place un système de
de shop ou des exemples comme ça, en fait. Oui, c'est ça. Tu as juste à rentrer et dès que tu la nourris, après, tu le mets en ligne et tu fais les relations en 10 secondes, quoi. Mais quand je coach des entrepreneurs et des entrepreneuses, notamment chez les déterminés, vraiment, le message, c'est de leur dire, à la base, c'est plutôt pour créer son site avec Weebly, des outils simples comme ça, mais là, comme on travaille aussi sur des applis avec Glide ou autre, je leur dis, mais vous prenez pas la tête sur le design, la technique, ça va aller vite, ça. Ça, on va vous former là-dessus et ça va très vite. Par contre, qu'est-ce que vous voulez dire? À qui? Qu'est-ce que vous voulez vendre? Comment vous présentez ça? Quelles sont les images qui illustrent le mieux? 75% du taf n'est pas technique. Et ça, c'est l'une des choses qu'il faut vraiment retenir avec le no-code. L'obstacle qu'on a, c'est de se dire, je ne pourrais jamais faire techniquement. Aujourd'hui, si, c'est pas facile, mais c'est plus accessible. C'est d'ailleurs pour ça qu'on existe, Contournement. C'est pour faciliter et accélérer la tâche technique aux gens. Mais le reste, en fait, les vraies questions, comment je vais chercher des clients, comment je leur parle, qu'est-ce que je mets comme image, quel pricing. Là, c'est... surtout, ça peut faire un peu peur, hein, parce que là, c'est pas c'est parce que le site n'avance pas. Non, c'est parce qu'il faut formaliser les choses essentielles. Super. Est-ce que tu as des questions encore, Stan? Moi, peut-être une dernière. Tu connais aujourd'hui les chiffres en mode confiné? J'ai pas regardé. On approche des 10 000, je crois. Des 10 000 users. C'est sûrement vous, les top 100 des applications Glide. C'est dit qu'il y a des Françaises. Donc, grâce à Mouloud Achour. C'est vrai que Mouloud Achour, ça a mis un coup de boost. Après, c'est intéressant parce que les gens n'ont pas forcément le réflexe, à mon avis, d'aller vers l'appli. C'est-à-dire, par exemple, là, on a eu pas mal de cas où il y avait des articles où il n'y avait pas le lien. Là, il y a eu une vidéo qui est très, très bien, d'ailleurs, qui présente l'action de Banlieue Santé en mode confiné face à l'épidémie, qui a fait 400 000 vues hier. Et ça n'a pas forcément valu un gros coup de trafic. C'est étonnant. En fait, dans les Google Analytics, on voit que c'est surtout du trafic organique de réseaux sociaux. Parfois, par exemple, le Shawi, d'un coup, on est passé à 5000 vues dans la vidéo, quoi. C'est-à-dire que je pense que c'est une application qui a beaucoup tourné aussi entre les gens. Et parfois aussi, on voit que je pense que quand ça vient de grands médias, les gens regardent un petit peu ce qui se passe et puis ils s'en vont par curiosité, quoi. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir aussi les stats des personnes qui reviennent. Moi, je sais que j'ai lancé un petit truc rapide dans un arrondissement avec les commerces ouverts et il y a eu des moments de pic. Et là depuis 3 jours, c'est hyper calme. Parce que je pense que... Mais moi, c'est différent parce que moi, les gens, en fait, ils connaissent à force. Vous, c'est autre chose. Vous, il y a vraiment une démarche aussi sur en mode confiné. Il y a une autre démarche qui n'est pas juste un listing de magasins, quoi que ce soit. C'est ça. Et là, on a juste un blocage. Enfin, c'est bête, mais parce que là, ils veulent proposer tout un process de téléconsultation, éventuellement des demandes d'hospitalisation à domicile. Et il y a un tout petit truc qui est embêtant dans Glide, et j'ai regardé, a priori, c'est vraiment impossible. C'est que quand tu mets, donc tu sais, tu as les onglets de navigation en bas, mais tu as aussi le menu hamburger. Et quand tu mets un élément dans le menu hamburger, tu as donc le menu hamburger qui apparaît. Et là, par défaut, tu as l'item de sign-in. C'est-à-dire que tu ne peux pas enlever cet item d'inscription, de connexion. Du coup, il y a plein de gens qui se connectaient à l'appli pour rien. Donc, bon, on a leur mail, on pourra peut-être les recontacter. Mais du coup, on ne peut rien mettre là-haut. Parce qu'on voulait mettre un peu tout ce qui était plus interne ou plus en tout cas, destiné à des utilisateurs qui nous connaissent déjà, ou par exemple des assos, des collectivités, ou faire de l'interne, ou pour des téléconsultations. Et du coup, c'est vrai que ça confuse un peu les gens. Ils nous écrivaient là-dessus, là, mais je ne comprends pas, je m'inscris, j'ai rien de plus. Enfin, on n'a pas eu des milliers non plus, mais du coup, ça, c'est le petit truc, juste pour enlever le sign-in, c'est pas bien. Voilà. On enverra la feature request à David. Je pense que ça changerait bien. Dû lui dire. Et David était compliqué pour avoir la nouvelle roadmap. Toujours compliqué de savoir ce qu'il y a. Ouais, toujours. Bon, c'est normal aussi, ça s'adapte. Mais en tout cas, en mode confiné.org, Banlieue Santé aussi, vous cherchez sur Internet, vous le trouverez. Ils ont une super action, ils ont une super cagnotte là aussi qui est bien montée, notamment en partie grâce à l'appli. Et H24-urgence au pluriel.fr, ça peut servir vraiment à tout le monde parce que dès qu'on commence à avoir des symptômes ou un problème et puis que les urgences et le SAMU sont pleins, les maisons de santé, sachez qu'elles sont quasiment vides pour certaines. Donc, allez-y. Le message est passé. Ouais, merci beaucoup, Erwan. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. À demain. Ça marche. Au bureau virtuel. C'est ça.
Et on va accueillir maintenant Julie. Ça va, Salut. Julie? J'ai Ça le va et toi? à boire ou Ça pas va, très bien. Julie. Bonjour Julie. Salut. Ça fait plaisir de te voir en vrai pour une fois. Alors, salut Julie, nous on se connaît bien, hein. D'ailleurs, les Ouais, auditeurs les plus attentifs du podcast sauront que tu es intervenu déjà 2 fois dans le tout à podcast. fait. Et notamment, on a enregistré ensemble le pilote, tu vois, qu'on a fait il y a presque 1 an maintenant. Mm. Est-ce que tu aurais imaginé à cette époque qu'on se retrouverait Non, pas du ici tout. en live avec 6 invités, avec le CEO de Glide? Je crois qu'on avait parlé de Glide d'ailleurs dans le On pilote, avait hein, parlé de forcément. Glide, ouais, ça fait un moment qu'on disait qu'on voulait faire un épisode dessus. Et voilà, donc ça on fait a fait un plaisir. épisode avec Stan, et puis après, Mm. voilà, on a carrément fait un épisode avec le C'est assez CEO. classe. Cool. Bon, écoute, est-ce que tu peux te présenter tout Bien d'abord, sûr. pour les gens qui ne connaissent pas, et Du puis un coup, peu après, nous dire ce que tu as fait, quoi. ouais. Du coup, je suis Julie Garnier, donc je suis makeuse, ingénieure pédagogique et formatrice. Du coup, en gros, je traîne pas mal dans les Fab Labs, je bidouille pas mal, je suis formatrice aussi à côté, comme je disais. Donc, je fais des formations à la fabrication numérique, mais aussi sur tout ce qui est utilisation d'outils no-code aussi, entre autres, pour des publics éloignés du numérique. Et du coup, voilà. Et j'ai eu quelques expériences avec Glide, notamment en formation. Ma première expérience, en fait, j'ai créé une application pour permettre à mes élèves de suivre plus facilement en fait la formation. Du coup, ils avaient accès aux évaluations, ils pouvaient suivre un petit peu les compétences qu'ils allaient acquérir pendant la formation et tout ça. Et une plus récente, du coup, 2 plus récentes même, du coup, je peux te dire ce que j'ai fait? Oui. Ouais, vas-y. Alors, si tu veux Ok. commencer peut-être chronologiquement avec Fun Ouais. with Confinement. Oui. Ok. Du coup, en fait, c'est Fun with Confinement. En fait, c'est une idée que j'ai eue tout simplement au premier jour du confinement, en fait, parce que j'ai vu passer plein de liens et à la base, j'ai commencé à me faire un Glide pour moi, pour avoir un petit peu tous les liens pour, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire, regarder la télé, quel site on peut utiliser. Enfin voilà, en gros, comment s'occuper en fait finalement pendant le confinement. Et j'ai commencé un petit peu à la partager avec les copains. Et en fait, assez rapidement, il y a commencé à y avoir pas mal d'utilisateurs. Et donc voilà, mais c'était une petite application comme ça, sans trop d'ambition. Et depuis récemment aussi, je fais partie d'un groupe qui s'appelle le Maker Crew du Rambo. Donc en fait, c'est des makers qui viennent d'un peu partout en France. Et en fait, on a plusieurs projets en ce moment liés surtout au culturel et à garder le lien avec les gens. Parce que du coup, c'est un aspect, on parle beaucoup de santé, de la crise sanitaire, mais en tout cas du côté maker. Et c'est vrai qu'on trouvait qu'il y avait un besoin, en tout cas, nous, on avait envie de travailler sur ce sujet-là, pour pas refaire une énième application ou un énième projet dans le sens, enfin voilà. Et du coup, on travaille sur plusieurs aspects. Donc, on fait des apéros makers tous les mercredis, du coup, avec des invités et on parle, enfin voilà, futur maker, on a des invités, des conférenciers toutes les semaines. Il y a aussi, du coup, un fanzine qu'on a lancé la semaine dernière avec plusieurs contributeurs, enfin voilà, pour garder le côté culturel un peu et le petit magazine qu'on peut imprimer facilement à la maison. Avec des articles. Enfin voilà, le premier numéro qu'on a fait, du coup, c'est justement sur c'est quoi faire pendant le confinement. Et où du coup, il y avait plein d'invités différents, enfin de contributeurs différents. Il y en a eu 14 en tout. Et là, du coup, notre tout dernier projet, donc c'est le Minitel du Fer. Et du coup, comment est née cette idée-là? Eh bien, tout simplement, en fait, ça a été une convergence de la même idée, on va dire, qui se sont rencontrés. Donc, en gros, avec le Maker Crew, ils ont commencé à me parler en fait du fait qu'ils avaient commencé à faire un Google Sheet justement, un peu comme Fun mi-confinement, mais vraiment sur le côté maker et le côté vraiment bricolage, faire, DIY. En gros, qu'est-ce qu'on peut faire finalement, qu'est-ce qu'on peut fabriquer, bricoler. C'est catégorisé en plein de catégories différentes. Donc en gros, il y a, je sais pas, textile, électronique, impression 3D, enfin voilà, il y a plein de choses. Et du coup, c'est tout simplement en fait un espèce de minitel d'agenda en fait où on peut retrouver plein de liens pour pouvoir s'occuper, qui est enrichi. Tous les jours, il y a une sélection que vous pouvez retrouver du coup sur le Facebook du réseau français des Fab Labs et sur l'Instagram du Rambo du Cactus. Voilà, c'est thématique chaque jour. Est-ce que tu peux nous donner des exemples un peu de contenu, du coup, de Ouais, choses bien sûr. En gros, il y a plusieurs catégories. Donc, il y a une catégorie qui est plus sur le tuto qu'on va recommander sur la thématique. Donc, par exemple, on
j'ai fait une sélection autour du design et du textile. Du coup, voilà, je donnais un tuto un petit peu sur du coup comment fabriquer à la maison sa teinture en fait pour pouvoir teindre des vêtements, ce genre de choses. Il y a des comptes à suivre aussi, notamment le Fab Lab de Barcelone par exemple, toujours dans le textile, travaille beaucoup sur la mode circulaire, enfin voilà, ce genre de choses. Et l'idée en fait, c'est un petit peu d'ouvrir en fait les horizons de tous ceux qui suivent l'application. Et voilà, de donner un petit peu des ressources, des choses à faire à la maison, quoi. L'appli est assez sympa d'ailleurs. Je trouve que visuellement, c'est c'est super joli. Enfin, comment vous avez fait les petites images? Est-ce que c'est des Alors illustrations? ça, on a une super graphiste, Alice du coup, qui du coup nous a fait tous les petits logos et tout ça. En fait, on est une équipe. Et du coup, chacun, de manière un peu complémentaire, en fait, on s'est aidé. Moi, j'ai fait du coup l'application Glide. Et du coup, tout le fond, en fait, a été réalisé par les autres membres de l'équipe. Et donc, on a une graphiste aussi qui nous a fait un logo, nous a fait du coup les petites illustrations. Du coup, c'est pour ça que effectivement, ça rend bien. Ouais, non, c'est assez chouette. Et ça, je trouve que c'est un truc où d'ailleurs, Stan aussi, je trouve que tu es très bon. En fait, on a souvent l'impression que dans Glide, on est très contraint dans le design. Ok, il y a pas mal d'options qui sont proposées, mais on peut pas faire ce qu'on veut, mettre les couleurs qu'on veut. Et en fait, une très bonne manière de rendre ça plus intéressant, c'est par l'image. Et avec des jeux un peu astucieux d'image. Moi, je trouve que, Stan, tu as des applications comme ça où je trouve qu'il y a des choses qui sont assez bien faites, où en fait, des éléments d'interface viennent d'images. Et pareil aussi, là, dans cette application là, du Minitel du Fer, j'avais trouvé que c'était vraiment sympa parce que tout de suite, des belles illustrations originales, tout de suite, ça fait la différence, quoi. Moi, c'est le premier truc que j'ai dit, par exemple, j'étais en discussion quand j'ai découvert ça, et c'est le premier truc que j'ai dit, ouais, c'est vachement beau. Ouais, du coup, il faut remercier Alice qui nous a fait des super icônes. La féliciter. Non, mais je pense que c'est important pour les gens qui font des applis avec Glide de vraiment penser à ça, de ne pas sous-estimer les images, quoi, et de se dire, ok, c'est pas parce que je suis limité que je peux pas mettre les typos que je veux, etc. Je peux le faire peut-être via des images, quoi. Tout à fait. Et puis surtout à savoir que si on n'a pas forcément de graphiste, il y a plein de sites où on peut trouver des icônes qui sont déjà faites, qui sont vachement bien. Et ça vaut effectivement le coup de prendre un petit peu le temps sur ce côté graphique, justement pour faire ressortir plus facilement sa personnalité en fait à travers l'application et pour pas rester sur des icônes qui sont que proposées par Glide ou autre. Ça me fait penser à une petite application, je fais un petit point, mais je disparais très vite. C'est SlideOS, celui qui a transformé, qui refait un OS de Apple ou de Android sur un Glide App en fait, avec des carrés de petites icônes. C'est vrai que le côté. C'est assez malin. Là, c'est vraiment fin de la digression. Contourner les contraintes graphiques. C'est clair. Il y a plein de choses quand on est un peu créatif. Enfin, c'est vrai dans tout, mais je trouve que c'est encore plus vrai avec Glide. On peut faire des choses assez chouettes visuellement, quoi. C'est ça qui est intéressant en fait, je trouve, et c'est pour ça je pense que je me suis pris de passion entre guillemets pour cette application et que je fais autant de projets avec, c'est qu'elle est assez facile à prendre en main finalement. Et c'est vrai que dès qu'on veut prototyper quelque chose, en fait c'est assez facile à, par exemple, le Minitel du Fer et Fun with Confinement, je crois que j'avais mis 2-3 jours à le faire, et du coup en fait je l'ai juste dupliqué pour pouvoir faire le Minitel du Fer. Et du coup en vrai, en 2 jours finalement, 2-3 jours, on a réussi à faire cette application, quoi. Et du coup, à la lancer. Et du coup, c'est vrai que c'est hyper agréable. Voilà. Le but, c'est pas forcément de rester dans Glide après. Mais en tout cas, pour lancer le projet, c'est vraiment top. Et alors, dis-nous un petit peu justement, c'est quoi la suite là, de ces applications? Ou alors même pour toi, juste est-ce que tu as d'autres idées de choses que tu vas faire? Alors, du coup, en fait, l'idée, c'est que tous les projets là dont je suis en train de parler là, l'idée, c'est qu'on veut qu'ils durent en fait dans le temps. On a vu en fait que mine de rien, cette période de confinement, ça nous a permis aussi de pouvoir du coup travailler plus facilement à plusieurs, à distance, d'avoir plus le temps de faire ça. Parce que finalement, on vient d'un peu toute la France, donc c'est ça qui est hyper intéressant avec ce projet aussi. On s'est jamais rencontrés en vrai. On a commencé à bosser ensemble un peu avant le confinement, et c'est vrai que c'est assez marrant comme histoire. Et du coup, en fait, notre objectif, en fait, à terme, ça va être plutôt d'en faire un site qui va héberger en fait ces 3 projets, et à terme aussi de du coup pouvoir faire une web app nous-mêmes du coup, pour avoir un peu plus de liberté sur la mise en page, sur ce genre de choses, et pour pouvoir héberger les données chez nous aussi et pas forcément passer par un Google Sheet. Voilà. Et pourquoi pas aussi proposer nos propres tutos et pouvoir plus facilement aussi intégrer nos propres ressources à nous directement dans la plateforme. Super. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette petite présentation. Avec plaisir. Et puis, tu tiens-nous au courant. De toute façon, sur le Slack, on verra toutes ces nouvelles créations. Tout à fait. Merci Julie. À bientôt. Je t'en prie, salut.
Et on va finir notre marathon du no-code et de Glide avec Pierre, que j'invite tout de suite. On part de France, Pierre. Salut Pierre. Et effectivement, on va sortir de France puisqu'on va en Belgique. On va loin. Profitez du beau temps. Bonsoir Pierre. Pierre, vous avez sorti une application qui permet d'offrir des repas aux membres du personnel hospitalier, qui s'appelle 8PM, avec Helotiro. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que c'est qu'Helotiro, ce que c'est que 8PM et un peu l'histoire de cette application et comment vous êtes venu? Bah écoute, moi je suis l'un des deux fondateurs de Tyro, Hello Tyro, les deux fonctionnent. Où nous, on est une boîte belge, on a 2 ans, qui est spécialisée en recrutement pour start-up, que ce soit pour job ou stage. Et en fait, 8PM fait référence à 20h, tiens, on sort sur le balcon ou à la fenêtre pour applaudir le personnel soignant. Et en fait, l'idée est arrivée un petit peu au début du confinement, où en Belgique en tout cas et à Bruxelles, on a vu beaucoup de startups essayer de lancer un petit peu des initiatives comme ça pour aider d'une manière ou d'une autre pendant la pandémie et différents groupes qui sont vraiment impactés assez fortement par le virus. Et donc, en fait, on s'est un peu en équipe, on est une équipe de 4, donc on s'est dit tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intéressant et un peu utiliser les forces de chacun. Et en fait, l'une, Gaëlle, qui bosse avec nous, est ambassadrice du compte Instagram Brussels Food Guide. Donc, elle est très foodie, elle est très dans ce réseau de restaurants et connaît beaucoup de monde. Et donc, elle avait déjà des retours en disant bah, tiens, les restaurants doivent se fermer, ils galèrent un petit peu en ce moment et justement, ils essayent de faire beaucoup de livraisons ou choses comme ça. Et on s'est dit bon bah tiens, il y a peut-être quelque chose à faire avec le personnel soignant, où aussi on sait qu'ils sont sous une pression énorme. Et tout de suite, rapidement, on s'est dit tiens, on pourrait essayer de connecter ces deux mondes et les aider. Et donc concrètement, 8PM, c'est permettre à un citoyen de faire un don d'un repas au personnel soignant. Et en fait, ce repas va être cuisiné. C'est un repas frais, qui vient d'un restaurant cuisiné le matin, et en fait qui va être livré à l'hôpital dans la journée pour que toutes les unités Covid, comme ils ont ici à Bruxelles, puissent avoir un petit moment de répit, avoir un beau repas et pouvoir profiter. Passer une journée un peu meilleure et voilà. C'était un peu ça le concept. Et c'était sympa parce que au-delà de ça, nous, l'activité de recrutement a beaucoup diminué. Mais donc, on a pu un peu tous s'investir dans l'équipe parce que chacun a vraiment eu un peu son rôle à part entière et a vraiment pu apporter sa petite pierre à l'édifice pour construire ça. Et aujourd'hui, ça fait en gros 4 semaines que l'application est en route et on est content de pouvoir aider de quelque manière. Et concrètement, le parcours à l'intérieur de l'application, il se passe comment? C'est que tu fais un don, tu commandes à ton restaurant, comment ça se passe pour les utilisateurs? Et surtout, est-ce qu'il n'y a que les Bruxellois qui peuvent avoir accès ou qui peuvent faire des dons? Ok. L'application, je pense que là, en ayant écouté tout le monde, c'est vraiment la plus simple de toutes parce que vraiment, il y a rien derrière, quoi. Si je devais je l'ai faite très certainement en 3-4 heures, l'application aurait pu être faite. Parce que c'est vraiment, on a contacté on a 7 restos partenaires, donc c'était dans ma Google Sheet derrière, il y a 7 restos, et de là, les gens, fallait juste permettre aux gens via un petit form de dire, tiens, je veux faire un don de tant de repas via ce resto-là, et donc nous, le gros du, tout le monde peut faire des dons, que ce soit en France, aux États-Unis, et on a vu aussi des Français, mes parents d'ailleurs, qui faisaient des dons, ou même ma mère qui est médecin, qui a fait passer ça un peu dans ses réseaux, et donc c'était cool. Il y a la police qui nous a empêchés de t'entendre, je crois. Okay. C'est moi, je suis vraiment désolé. Ah, c'était non, mais en gros, c'est vraiment c'est tout simple. C'est un petit form dans l'application pour dire je veux faire un don de 1, 2, 10 repas. Et de là, en fait, le gros boulot, c'était de guider l'utilisateur. Tu as fait ton don. Maintenant, il faut que tu que tu prennes ton application mobile de banque et lui donner toutes les infos pour qu'il puisse faire le virement. Donc ça, là, c'est quand on a parlé un peu du plafond de verre de l'application. C'est que là, aujourd'hui, on était un petit peu, on a dû faire vachement gaffe à bien guider l'utilisateur pour dire, tiens, maintenant, il faut que tu ailles faire ton don, il faut que tu aies les comptes, les données bancaires du resto et choses comme ça.
Ok. Ouais. C'est intéressant comme parcours. Et vous aviez pas le moyen de faire payer en carte? Je sais pas, je réfléchis en même temps là. Je sais si vous avez exploré un peu ça. Je vois déjà les problématiques, mais La Stripe. Ouais, et Stripe, on a vraiment voulu aller vite, donc on n'a pas perdu de temps là-dessus au début, et on a vu que ça marchait bien comme ça, et les gens comprenaient bien. Tiens, en plus, on avait fait un peu de Erwan parlait de Airtable derrière, et on a fait un peu de Airtable, de Zapier pour envoyer les infos aux donateurs pour qu'ils aient tout, qu'ils sachent quoi faire après. On avait regardé un peu pour Stripe, mais ça me paraissait un peu compliqué parce qu'on voulait que l'argent aille directement au restaurateur. On voulait pas que ça soit payé, que les donateurs nous payent nous, puis qu'ils nous retransfèrent de l'argent. Bien sûr. Un petit peu des pourcentages de transactions via Stripe, via Glide. Et même, j'avais pas embêté Glide à l'époque en disant, tiens, on voudrait faire ça. Est-ce que tu pourrais nous enlever nous filer le compte pro, en gros, et nous enlever un peu les restrictions de paiement. Je les avais juste contactés pour leur dire, tiens, est-ce que tu peux m'enlever la limite de comment ils appellent ça, de records dans la spreadsheet, quoi, parce qu'on est vite passé à plus de 500, je crois, on s'est limité à 500 sur Glide. Donc on avait juste fait ça, et après, ouais, on a fait vachement gaffe sur le contenu de l'app pour dire vraiment qu'est-ce qu'on fait, quand tu donnes un repas, à quoi tu peux t'attendre, et qu'est-ce qui se passe après, et qu'est-ce qu'on attend. Ouais, c'est stylé, mais il y avait une réflexion qui arrivait peut-être chez Glide, mais il disait que c'est compliqué. C'était d'essayer parce qu'il y avait beaucoup de gens qui posaient la question de savoir comment pouvoir faire des marketplaces, et du coup avec des vendeurs différents, et en fait de passer par les API Stripe pour qu'il y ait plusieurs comptes connectés en fait sur une même application. Mais ils ont dit que pour l'instant c'était pas possible, mais c'était peut-être en réflexion, mais en fait ça dépend pas d'eux, ça dépend vraiment de Stripe et du moyen de paiement. Okay. Mais l'appli est cool, et je trouve qu'on parlait de l'esthétique, et je trouve que l'esthétique est marrante. D'ailleurs j'ai une question, comment vous avez fait pour avoir cet effet comme ça de bande, de couleurs? C'est vraiment... En gros, c'est je suis allé faire des petites sur Canva, des petites images avec juste un bandeau d'une couleur. Et en fait, il y a pas mal d'images. Tous les bandeaux que tu vois, c'est une petite image qui est dans le layout. Et tu vois, de taille 1 par 1. Donc, c'est tout fin. Et comme ça fait un petit séparateur, un petit divider pour un peu aérer et donner un petit côté esthétique, on va dire. Okay. Un bon exemple encore d'un usage un peu malin justement des images pour faire un habillage graphique. C'est vrai que l'application est assez chouette. Et en plus, vous l'avez fait aussi en 2 langues du coup. Ouais, ça, la Belgique a sa particularité de parler 2 langues, voire 3 si on compte un peu l'anglais, où les Flamands et les Wallons parlent en anglais en général. Et donc, c'était, je pense, il y a 2 semaines où on s'est dit l'écran français. Si on veut essayer d'aller encore plus loin et de toucher un peu l'autre moitié du pays, il fallait la faire en néerlandais, en flamand. Et donc, à ce moment-là, c'était juste un petit boulot de traduction et de faire au mieux pour que ça soit facile, parce qu'on voulait pas faire 2 applications différentes. Et pour aller vite, voilà, c'est un petit bouton en haut qui te switch vers une page en néerlandais. Et voilà, si tu parles pas le français, tu peux aussi faire un bout. Super. C'est propre, je vais balader dessus en même temps. Et aujourd'hui, les chiffres, vous avez un peu de stats sur combien de repas vous avez pu... Ouais. Écoute, en gros, c'est cool que ça soit aujourd'hui parce qu'on vient de dépasser les 1000 repas donnés. Ah oui, quand même. Donc, voilà, c'est un petit chiffre un peu symbolique, mais bravo. C'est cool parce que c'est au-delà de ça, et l'application qui est tout, tu vois, où tu mets quelqu'un sur Glide pendant une journée, il te fait l'application sans problème. C'est au-delà de ça, ça te permet d'aller vachement plus loin et malgré les limitations je pense, avoir un bel impact, quoi que tu veuilles faire, et toutes les autres applis ont fait ça, quoi. Donc, je trouve que c'est le pouvoir du no-code qui fait que rapidement, tu peux proposer une solution et avoir un réel impact sur ce qui se passe dehors et sur le personnel soignant et les restaurateurs. Et c'est hyper cool parce qu'on a eu plein de bons retours où le personnel médical était hyper content et les restaurateurs aussi réouvraient un peu grâce à nous. Ils disaient, tiens, on peut rebosser et livrer des repas. Donc, c'était une cool histoire qui va s'arrêter, j'espère, rapidement, où l'application c'est une application éphémère, quoi. On a envie d'arrêter de demander des dons. Mais c'était cool. Je pense que c'est la première fois qu'on a autant de gens qui veulent que leur appli se termine et que plus personne n'utilise leur application, quoi.
C'était bien parce c'était un peu aussi thérapeutique pour la team où voilà, on est tous un peu confinés, on est tous un peu des temps, c'est des temps un peu particuliers. Et je pense que on a Agathe qui a passé beaucoup de temps sur tout ce qui est logo, design, tout ça. Laurent, mon cofondateur, qui a fait tout ce qui est presse, un peu de télé, un peu de radio pour essayer d'avoir un peu de visibilité, le maximum de visibilité pour le maximum de dons parce qu'on est tributaire de ça au final. On n'a pas eu énormément d'utilisateurs, mais on était content d'avoir atteint les 1000 repas et avoir un peu orchestré les livraisons après. C'était le côté opérationnel derrière où Airtable, Zapier nous a vachement aidé pour faciliter ça pour les restaurateurs et pour les hôpitaux. Et vous avez fait appel à des experts locaux. Enfin, je pense à côté de Bruxelles, je penserai à Damien Van Achter. Je sais pas du tout si ça te parle. Non. Ok. Vous avez tout, vous êtes formé sur Glide et après vous avez tout dev comme ça avec les tutos. Moi, l'histoire un peu perso, c'est que Hello Tyro, la plateforme de recrutement de stagiaires est faite avec des outils no-code. Donc, c'est Webflow, Zapier, Airtable et MemberStack. Donc, moi, ça fait 2 ans que je joue un peu là-dedans et c'est maintenant un peu une passion, quoi. Et je connaissais Glide d'avant et quand on s'est dit, tiens, on peut faire quelque chose, et justement, on s'est dit, tiens, Pierre, il peut peut-être faire quelque chose, une petite app, un truc comme ça pour justement aider pendant cette pandémie. Et donc, je connaissais déjà l'outil, même si j'avais pas fait grand-chose dessus, mais je connaissais le fonctionnement et ouais, l'application en 3-4 heures, elle était prête. Ok, nice. Et est-ce que tu penses que vous allez peut-être utiliser dans un cadre pro à nouveau Glide? Est-ce que ça vous a donné des idées, tu vois, le fait de faire ça, est-ce que ça vous a donné des idées d'app ou de choses Moi, ça m'a toujours, j'ai toujours pas mal d'idées où je me dis, tiens, je pourrais faire des trucs comme ça. Je pense qu'au niveau de la team et de la boîte, c'est encore un peu tôt, tu vois, on est là un peu tous à un peu voir ce qui se passe et plus sur le business qu'on fait du recrutement où on va se reconcentrer là-dessus. Mais clairement, il y a plein de possibilités où tiens, tu n'as pas besoin d'avoir un dev qui va te faire une appli mobile pour ta plateforme de recrutement de stagiaires et Glide peut faire le boulot et tester un peu mode startup, tester ton marché, voir s'il y a des gens où ça mord et après, quand tu atteins vraiment ces limitations, ce plafond de verre, tu passes à autre chose si vraiment ton application Glide te bloque. C'est pas des trucs cool. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre. Merci de l'accueil et de l'invite. Et merci d'avoir patienté jusqu'à la fin dans cette longue suite. Mais en tout cas, c'était chouette d'avoir l'occasion de parler de ce que tu as fait, de ton app. Je trouve qu'on a fait un bel éventail, un beau panorama un peu, parce qu'avec plein d'idées très différentes. Là où on voit, je trouve vraiment la créativité des gens dans des situations comme ça, un peu de crise. Chacun est allé de sa solution et toutes ces solutions sont différentes, quoi. Et je pense qu'on avait plus 5, mais j'en vois tout le temps là des nouvelles petites apps Glide qui sortent, des trucs comme ça qui sont hyper cool et tu sens que le confinement a poussé pas mal de gens à se lancer dans un petit side project, dans une petite application. Ils se disent ça pourrait être cool. Donc ouais. En tout cas, merci de l'invite et c'était top boulot. Et bravo à tout le monde et tous les makers. Ouais. Merci. Je te propose, je sais pas, on va faire une petite conclusion. Je te propose de rester avec nous. Je vais réinviter Aurélien aussi. Je vois qu'il est toujours là. Moi, il y avait un truc. Voilà, on va se faire une petite conclusion tous les 4. Dis-moi, Stan, pardon. Je parlais à Pierre parce que moi, j'ai rencontré Gaël de chez vous. C'est tout. C'était vraiment l'histoire sans intérêt, mais voilà, je voulais le dire. Parce que du coup, je vous connaissais avant. En fait, on a une seule question à laquelle on n'a pas répondu, mais du coup, qui serait plutôt pour Aurélien. Donc, j'en profite. J'ai vu que tu étais resté, donc il y a une personne qui demandait si ça serait possible de faire une application Glide pour faire des tests. Je suppose en lien pour détecter le Covid, je sais pas. Peut-être un petit peu. Alors tu peux avec une application Glide avec du numérique, tu peux faire un formulaire type. Par exemple, en France, il y en a un qui a été dicté par l'Institut Pasteur, qui permet de pouvoir demander à la personne qui se sent pas très bien de pouvoir saisir ses symptômes, les qualifier. Et que l'outil lui recommande à ce moment-là, lui dit si manifestement ou pas, d'après ce qu'il vient de saisir, il est malade, et s'il pense qu'il y a de fortes probabilités qu'il soit atteint du Covid, ou est-ce qu'il pense qu'il n'y a rien. Et
et proposer une orientation, dire bah là c'est quand même un peu suspicieux, je prendrai contact avec votre médecin ou alors je prendrai contact avec le centre 15. Ça existe déjà en France, le site du ministère de la Santé le fait, et avec beaucoup de succès et avec beaucoup de volume de connexion et d'utilisation. Par contre, faire un test biologique avec du numérique, c'est pas possible. C'est une barrière malgré tout, c'est qu'il faut pouvoir faire un prélèvement et il faut pouvoir l'analyser ce prélèvement, et ça le numérique jusqu'à présent, enfin et pas avec le no-code en tout cas. Pas encore. Peut-être un jour. Peut-être. Merci pour ta réponse. Je sais pas, est-ce que vous avez un mot de la fin? Est-ce que, je sais pas, Stan, Non, moi j'ai une citation que je trouve assez intéressante et que moi j'utilise beaucoup, mais alors vraiment je m'en serais jamais douté, c'est que je fais beaucoup de PDF et de présentations en format vertical sur Canva que j'incorpore dans Glide uniquement avec des photos, ce qui me permet de pouvoir envoyer des présentations hyper facilement à tout le monde et pour plein de projets. Donc pour que ce soit des pitch decks, des reconnaissances de stratégie, enfin plein de choses. Et en fait, du coup, ça permet de changer, de donner un nouvel aspect aussi aux slides, et du coup d'avoir des slides faits sur téléphone. Voilà, c'est parce que je crois que j'en ai 6 qui tournent. Bon, après, c'est des applications que je supprime assez vite, mais je trouvais ça marrant comme système, et du coup, en fait, à l'espèce de fausse application, tu peux retrouver un peu tes slides et des trucs comme ça. Voilà. Et deuxième truc aussi, et je crois que j'ai 53 applications aujourd'hui actives sur Glide, et 4 payantes. C'est un peu ce que disait David, effectivement, parce que la plupart des gens ont pas mal d'applications, quoi. Quand on s'y met, il y a des bannières, sinon. Ce qui est chouette, ce qu'on a vu, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la sincérité et l'engagement de tout le monde, quoi. C'est vraiment, ça fait chaud au cœur. Enfin, moi, je trouve ça top. L'application de Pierre, je suis allé la voir, Pierre, ton application, pendant que tu en parlais. J'ai trouvé ça génial parce que ça crée une boucle locale de générosité et d'empathie et d'engagement. C'est ce qu'on aurait pu très bien se dire, ben voilà, moi j'ai un peu d'argent, t'as un peu d'argent, peu importe, avec quelques copains, on ramène de l'argent et puis on fait des dons nous-mêmes. Et donc on aurait pu payer tu vois, mais des repas. Mais le fait de créer par l'application une boucle locale de proximité avec les restaurateurs et les gens qui donnent, ça crée un cercle vertueux de générosité, d'empathie. Et ça, c'est archi bien, quoi. Je trouve ça joli. Ça fait éclore comme ça de la générosité et de la solidarité. Super. Merci à tous. Merci Arwan. Merci Aurélien pour ce bon mot de la fin. Ouais. Merci à Pierre. Et puis merci à Stan pour la co-animation.